Voilà, merci Alexia. Donc vous mesurez déjà la complexité quand même. C'est pas si simple de savoir si une formation est efficace ou pas. Je crois que vous allez bientôt, enfin vous espérez pouvoir bientôt évaluer aussi les nouvelles formations, parce que là il y a un bond qui a vraiment été fait. 2016, la loi de 2016, c'est le principal aspect positif, je dirais, la loi de 2016, c'est d'avoir mis le paquet sur la formation linguistique, puisqu'on n'avait même pas 200 heures en moyenne de formation, alors que les Allemands en avaient 600, quelque chose comme ça, parce qu'on avait jugé que nos immigrés venant des colonies savaient déjà le français. On a très très longtemps et trop longtemps négligé le problème, et donc là, il a été vraiment pris à bras-le-corps. On est encore loin des standards allemands ou néerlandais qui sont deux pays qui dépensent énormément pour l'alphabétisation et l'instruction des immigrés. Mais j'espère que d'ici quelques années, vous pourrez, dans un délai pas trop lointain, vous pourrez aussi nous exposer les résultats d'une nouvelle évaluation sur le nouveau système. Voilà, je cède maintenant la parole à Hillel. Bien, merci François et son équipe pour cette invitation à présenter nos travaux. Merci Alexia pour cette présentation très, très pédagogique, et à François pour la conclusion qui est, je pense, importante. Peut-être rappeler qu'en fait l'étude qu'on a faite a été réalisée dans le cadre d'un appel d'offres du ministère de l'Intérieur destiné à évaluer les politiques d'intégration auxquelles on a répondu pour utiliser cette base de données. Comme ça a été dit par Alexia à la fin et rappelé par François, la politique a été modifiée. Notre étude vient après, donc on ne prétend pas avoir une influence sur le changement de politique. On l'a évalué, disons, a posteriori. Les gens qui l'ont mise en œuvre étaient conscients de ses limites. Les gens qui travaillent à cette formation, les immigrés eux-mêmes qui l'avaient suivi étaient conscients de ses limites. Les réformes ont été dans ce sens, et notre travail a en fait un peu validé d'une certaine manière les directions qui ont été prises et les réformes qui ont été faites. Et cette deuxième formation linguistique va être évaluée à partir de l'été 2020. Donc prochainement, on est sur les rangs pour participer à l'évaluation de cette réforme de la formation linguistique. Pardon. Donc le thème général sur lequel François nous a demandé d'intervenir, c'est de proposer en fait une vision, une perspective économique sur différents aspects, sur différentes dimensions de l'intégration liée à la migration. Alors il y a l'intégration des immigrés eux-mêmes, c'est ce à quoi ce qu'a présenté Alexia appartient, mais on peut aussi voir les migrations comme un facteur d'intégration culturelle au niveau global. Est-ce que les migrations contribuent à avoir un monde plus intégré sur le plan culturel, ou au contraire plus polarisé? Est-ce qu'on va avoir une américanisation? Est-ce qu'on va avoir des polarisations culturelles, un choc des civilisations, ce type de choses? Donc c'est une question auquel beaucoup de gens s'intéressent et auquel les économistes ont commencé à s'intéresser. L'article que je vais vous présenter ici participe donc de ce programme de recherche. Donc c'est un article qui est coécrit avec Sulin Sardoshaw, qui est une génération avant Alexia, ou 2 ans avant Alexia, qui a fini son doctorat à l'École d'économie de Paris sous ma direction, et Arthur Silve, qui est maître de conférence à l'Université Laval au Québec. Je retiens de l'introduction initiale préliminaire de François que les économistes proposent des réponses compliquées à des questions simples, et c'est un peu vrai, et je vais essayer de me servir de cet exposé pour vous expliquer un peu comment on fonctionne en économie. On fonctionne assez différemment des autres disciplines. Je crois qu'en histoire, en droit, beaucoup de connaissances vient de l'érudition, du fait d'apprendre et puis d'avoir un jugement sur les choses. En économie, on va utiliser des méthodes différentes. On va essayer de simplifier les choses, de faire une théorisation du problème pour essayer de formuler des questions qu'on va pouvoir tester avec des données et puis voir ce qu'on peut apprendre. D'accord? Donc c'est un peu ce qu'on va faire ici. Je vais commencer par une citation. Donc c'est la première transparent, la première slide de présentation est en français, et puis tout le reste est en anglais. Oui, c'est donc tout le reste est en anglais.
sauf cette citation qui est dans la présentation en anglais, qui est en français, et qui est une citation, comme vous le voyez, de Michel Houellebecq, de Soumission, qui pose, disons, qui illustre un aspect de cette question, comment les migrations, de manière générale, contribuent au changement culturel, et qui illustrerait, et je sais que c'est un thème cher à François, la question du grand remplacement, pas sur le plan démographique, mais sur le plan culturel. C'est-à-dire l'idée que l'immigration transforme culturellement les pays d'accueil. François avait évoqué les débats entre Jefferson et Washington sur cette question, l'idée que avoir des immigrés qui viennent de pays culturellement différents risque d'une certaine manière de contaminer, de disséminer la culture du pays d'origine et de remplacer progressivement donc la culture du pays d'accueil. C'est un peu ce que cette dystopie qui est Soumission nous dit, c'est cette vision donc de l'immigration qui, de manière insidieuse, rampante, sournoise, on peut avoir une vision complotiste de ça ou juste une vision mécanique, les gens arrivent, se reproduisent, se marient et puis disséminent leur culture. Donc beaucoup de gens ont cette vision-là quand on leur demande quel est votre point de vue sur, si on vous donne une dissertation à faire, par exemple, on vous dit immigration ou migration et changement culturel, je pense que la plupart des gens penseront à cet aspect-là. D'accord ? Une personne qui partage cette vision, apparemment, c'est le président américain, Donald Trump, qui récemment mettait en garde les dirigeants européens en leur disant « mais faites attention, votre culture est menacée, l'immigration change la culture européenne et donc vous feriez mieux d'être sur vos gardes » de ce point de vue-là. Un certain nombre d'économistes, comme je l'ai dit, sont intéressés à cette question. Deux économistes majeurs, Paul Collier, qui a fait cet ouvrage qui s'appelle Exodus, et dont le sous-titre est « Comment la migration change-t-elle notre monde ?» à cette vision-là. Georges Borjas, qui est de Harvard, Collier de Oxford, partage cette vision-là. Dans la recension qu'il a fait de l'ouvrage de Collier, il exprime ses craintes du fait que non seulement l'immigration peut avoir des effets néfastes sur le marché du travail, sur les finances publiques, mais aussi sur le plan de la productivité, si les immigrés disséminent dans les pays d'accueil des normes culturelles qui ne sont pas productives ou des normes qui, politiquement, ne seraient pas démocratiques, eh bien, ça peut réduire encore, de son point de vue, c'est un économiste qui est notoirement connu pour ses positions anti-immigration, mais ça peut augmenter, disons, le coût, de façon générale, de l'immigration. Alors, qu'en est-il? Comment on peut essayer de répondre à cette question? Bon, il y a une littérature économique générale sur culture et économie, mais ce qui nous intéresse plutôt ici, c'est cette littérature en sciences sociales de manière générale, en sciences humaines, mais aussi en économie, sur comment la mondialisation agit sur la culture. Donc c'est là qu'on va retrouver ces notions de village global, d'américanisation, de polarisation, de monde qui se réduit. En économie, les gens se sont surtout intéressés au fait de savoir si le commerce rendait les pays qui échangent culturellement plus similaires ou au contraire culturellement plus distants. Est-ce que le fait, par exemple, pour les Français de consommer de la gastronomie italienne rend culturellement, ou des films italiens, va rapprocher culturellement la France et l'Italie, par exemple. On va poser cette question ici avec, non pas le commerce, mais les migrations. On va se demander, est-ce que le fait qu'il y ait des migrations entre deux pays rapproche ces pays culturellement ou au contraire les éloigne? Je reviendrai sur le graphique que j'ai passé brièvement. Quand on réfléchit à cette question, on essaie de se demander quels sont les grands mécanismes par lesquels la migration peut affecter le changement culturel. On va distinguer deux types d'effets, des effets compositionnels et des effets de transmission. D'accord ? Donc les uns sont statiques, liés au fait que les gens bougent, et donc en bougeant changent la composition culturelle
des pays et de départ et d'accueil. On va en distinguer deux. L'exemple que je vais prendre pour simplifier, c'est une question que vous pouvez vous poser, c'est comment on définit la culture. On ne la définit pas, on reste assez évasif pour éviter d'entrer dans des discussions sémantiques. Mais pour prendre un exemple très simple, imaginons que la culture, on n'est que deux dimensions culturelles, c'est le goût qu'ont les gens pour différentes choses. Donc on va prendre un exemple très simple, pas dans l'article, hein, c'est pour l'illustration, on va dire, mais imaginons que la culture, c'est on aime le football ou le baseball. Et que la culture d'un pays, on va la résumer à une chose, c'est quelle est la proportion de gens dans le pays qui aiment le football et la proportion qui aiment le baseball. On va dire, voilà, la culture, c'est la composition culturelle d'un pays. Donc si, par exemple, nos deux pays, et c'est l'exemple que j'avais pris ici, sont la France et les États-Unis, et qu'on regarde, on va dire par exemple les gens qui sont verts, c'est ceux qui aiment le football, les gens qui sont bleus, c'est ceux qui aiment le baseball, eh bien, la migration, et on voit que la France et les États-Unis sont culturellement différents, parce qu'il y a une majorité de verts, donc de gens qui aiment le football en France, et une majorité de bleus, de gens qui aiment le baseball aux États-Unis. Donc on va dire la France et les États-Unis sont culturellement différents. Comment la migration affecte la culture? Eh bien, on a des Français qui partent vers les États-Unis. Donc ça, c'est comment la migration de la France va affecter la culture en France et aux États-Unis et la distance culturelle entre la France et les États-Unis. Donc vous voyez que ce qui se passe ici, c'est que ce qu'on va modéliser, c'est qu'il y a à la fois des raisons économiques de migrer et des raisons culturelles de migrer. On peut migrer de France vers les États-Unis parce qu'on a un gain économique à le faire, mais aussi, et les deux peuvent se compenser ou s'additionner, un gain culturel à le faire si on aime le baseball. D'accord ? Si on aime le football, on va dire qu'on a une perte culturelle à migrer aux États-Unis parce qu'on va supposer que ce qui définit la préférence culturelle, c'est l'homophilie, c'est-à-dire qu'on aime être parmi des gens qui partagent les mêmes valeurs culturelles que nous. Et donc, en fait, les gens qui aiment le baseball en France ont non seulement un gain économique, mais aussi un gain culturel, et donc vont être surreprésentés parmi les migrants. C'est ce qu'on appelle des phénomènes d'autosélection. Donc les pensées, par exemple, là je prends évidemment le football et le baseball, c'est pas fondamental, mais imaginez que je parle de la culture, de la politique, pardon, comment les migrations affectent la politique, et que j'ai deux pays, un pays autocratique et un pays démocratique, c'est l'exemple que prenait François, et qu'il y a une minorité de gens qui aiment la démocratie. À l'époque, au début du 19e siècle, par exemple, ou à la fin du 18e, eh bien, ces gens qui aiment la démocratie vont être surreprésentés parmi les migrants qui vont arriver aux États-Unis. Hein, mais néanmoins, parmi ces migrants qui vont arriver aux États-Unis, il y aura aussi des gens qui représentent, qui sont proches, qui peuvent être proches en fait d'un échantillon représentatif politiquement du pays de départ. Donc, probablement, parmi les migrants, il va y avoir une surreprésentation de la partie de la population qui est minoritaire culturellement ou politiquement, mais néanmoins, cette minorité, la proportion par exemple d'amateurs de baseball, sera néanmoins inférieure à la proportion d'amateurs de baseball aux États-Unis. Donc il y aura à la fois un effet de sélection et un effet de mixage, hein, c'est ce que montre ce tableau sur le plan purement compositionnel. Il y a une self-selection, donc une autosélection, et ça conduit à de la divergence culturelle. Si la minorité culturelle, par exemple les amateurs de baseball, sont surreprésentés parmi les migrants, ça réduit encore la proportion d'amateurs de baseball en France, et ça va potentiellement l'augmenter, en tout cas ça la réduit en France, et ça c'est un facteur de polarisation, de divergence. Par contre, si les migrants sont plutôt proches de la moyenne culturelle française, c'est-à-dire qu'ils sont un échantillon représentatif, à ce moment-là, ça va créer un mixing, donc un mixage de population qui est un facteur de convergence. D'accord ? Donc ça, ce sont des facteurs statiques, compositionnels, qui sont sans doute relativement limités à l'échelle mondiale, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, le nombre de migrants... c'est à peu près entre 3 et 4% de la population mondiale. Donc les migrations ne sont peut-être pas si importantes compositionnellement pour réellement changer les choses. Par contre, les aspects qui nous paraissent plus intéressants, on traitera aussi des aspects compositionnels, sont des aspects de diffusion, de transmission culturelle.
Et là, on peut voir la transmission de trois façons. Il y a potentiellement trois canaux de dissémination, de diffusion culturelle. Ce qu'on appelle la dissémination, ça va être ce qu'a illustré cette citation de Soumission, c'est-à-dire l'idée de remplacement culturel, c'est l'idée que les immigrants transmettent leur culture aux natifs du pays d'accueil. On va appeler ça dissémination, transmission culturelle, donc des immigrants vers les natifs du pays d'accueil. L'assimilation, on va conceptualiser ça au contraire comme une transmission des natifs du pays d'accueil vers les immigrants. Là, ce sont les immigrants qui adoptent les valeurs culturelles du pays d'accueil, c'est ce qu'on appelle l'assimilation. Et puis, il y a une thématique qui est moins connue, mais qui a émergé depuis quelque temps en sociologie et plus récemment en économie, c'est ce qu'on appelle les transferts, les remittances culturels ou sociales, c'est-à-dire ce sont les envois des immigrés vers leur pays d'origine, qui ne sont pas des envois monétaires, c'est ce qu'on appelle les remittances en anglais, mais des remittances qui ne sont pas monétaires, mais culturelles, c'est-à-dire que les immigrés peuvent transférer les valeurs du pays d'accueil vers le pays d'origine. Et donc là, on va modéliser ça comme une transmission culturelle, donc des immigrés, des émigrés, si vous voulez, vers les natifs du pays de départ, d'origine. D'accord ? Donc, ce qu'on fait dans l'article, c'est d'abord de montrer que toutes ces forces-là existent. Compositionnellement, c'est évident, les migrants bougent. Il nous reste à montrer quand même que les aspects culturels sont quelque chose d'important comme déterminant de la migration internationale. Et il y a beaucoup d'études qui le montrent. Les gens ne migrent pas que pour des raisons économiques. Les déterminants culturels, politiques et culturels plus largement sont importants. Et il y a une littérature sur chacun des trois canaux dynamiques de transmission culturelle. D'accord ? Donc, brève revue de la littérature sur chacun de ces canaux, mais plus particulièrement sur ceux qui sont moins connus et moins évidents. Par exemple, sur l'assimilation, on a depuis toujours énormément de travaux dans énormément de disciplines. Je vais être assez bref là-dessus. Ce qui me paraît plus intéressant, c'est les travaux qui montrent qu'il y a vraiment une sélection culturelle. Donc sur la sélection en fonction des valeurs politiques, on a en sciences politiques, et depuis notamment Albert Hirschman et son ouvrage de 1970, Exit, Voice and Loyalty, cette idée que ce qu'il a appelé le exit effect, c'est vraiment cet effet d'autosélection des migrants sur des valeurs culturelles. L'idée que si on n'est pas satisfait de la situation politique dans son pays, soit on est loyal, on reste là, on attend que des jours meilleurs, soit on voice, donc on proteste, on manifeste, on se fait entendre, soit on exit, et dans ce contexte-là, exit, ça veut dire émigrer. Et son idée, c'était que cette émigration de pays qui sont autocratiques, lorsqu'ils perdent les gens qui soutiennent la démocratie, c'est une mauvaise chose pour l'évolution démocratique future de ce pays. Et donc, pour nous, c'est un facteur de divergence politique. Des exemples d'études plus récentes, je vais en mentionner peut-être deux qui sont assez intéressantes. Celle dont je parle ici, Cultural Sorting, selon les valeurs individuelles. Une étude récente en Italie qui a été faite en Calabre par une équipe de chercheurs italiens. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont à la fois fait un survey, une enquête auprès d'étudiants en Calabre, en terminale, dans la dernière année de lycée en Italie. Et puis ils leur ont aussi fait faire des jeux qui permettent de détecter la tricherie. Un jeu typique qu'on fait expérimentalement, c'est de demander à des gens de faire rouler un dé en étant isolés, en disant vous allez dans la pièce d'à côté, vous faites rouler un dé 10 fois, et vous nous dites combien de fois vous avez obtenu un 6, et on vous donne 1 euro, 5 euros chaque fois que vous avez un 6. D'accord ? Et évidemment, normalement, on doit avoir une probabilité de 6 sur des grands nombres qui est d'à peu près 1/6. Certaines personnes disent j'ai eu 0,6, pas de chance aujourd'hui, mais il y a plus que la proportion est beaucoup plus élevée en réalité. Il y a beaucoup de gens qui ont 6, 7, 8, 6. Il y a peu de gens qui déclarent avoir 10, 6, mais déclarent ce qu'ils veulent. Et on peut supposer que les gens qui déclarent avoir un grand nombre de 6, il y a sans doute parmi eux une proportion de tricheurs qui est importante. Donc on a à la fois une enquête sur les valeurs des étudiants en terminale et une petite expérience
qui permet de détecter qui est plutôt à l'aise avec l'idée de tricher. D'accord ? Ces étudiants sont enquêtés 2 ans plus tard, et ce dont on s'aperçoit, c'est que ceux qui avaient potentiellement une propension à tricher plus élevée, et ceux qui se déclaraient dans le survey pas absolument horrifiés par l'idée de corruption, ou qui avaient certaines valeurs institutionnelles, disons, avec un degré de moralité, disons, assez flexible, ceux-là sont restés en Calabre, alors que ceux qui avaient une probabilité de tricher faible ou qui se déclaraient contre la tricherie, la corruption et ce genre de choses, eux sont partis. Ils sont allés étudier dans le nord de l'Italie ou travailler dans le nord de l'Italie. Donc c'est un exemple qui montre qu'il y a une sélection culturelle en Italie entre le nord et le sud. Les gens du sud qui ne sont pas à l'aise avec, disons, la corruption et le fait de s'accommoder avec certaines règles, ont tendance à émigrer de manière beaucoup plus importante que ceux qui restent, que ceux qui n'ont pas de problème avec ces questions-là. Donc c'est un exemple, l'article s'appelle The Civicness Drain. Okay, donc le drain, c'est pas le brain drain, mais le civicness drain, les gens qui ont des valeurs civiques élevées ont tendance à quitter la Calabre et plus généralement le sud de l'Italie. Un autre exemple historique sur la Suède, l'émigration massive de Suède à la fin du XIXe siècle. L'hypothèse qui est faite, c'est que la croissance la naissance et le développement de la social-démocratie en Suède, on l'explique en sciences politiques par des tas de choses, mais cette étude le met en relation avec l'émigration massive qui a eu lieu en Suède à la fin du XIXe siècle, à partir des années 1860. Et ce que montre cette étude, c'est que là où on a vu se former des syndicats, là où on a vu le Parti social-démocrate gagner en influence avant de prendre le pouvoir, ce sont les zones d'où sont partis les gens à la fin du XIXe siècle. Et l'idée qui est derrière, c'est que les gens qui sont migrants sont des gens qui ont des valeurs plutôt individualistes, qui aiment le risque, etc. Et que ceux qui restent, ce sont des gens qui sont plus solidaires, qui valorisent plus la collectivité, etc. Et que c'est donc cet effet de sélection qui a finalement transformé sélection sur des valeurs culturelles, sur l'individualisme, le collectivisme et ce type de choses, qui a abouti à un changement politique important. D'accord ? Il y a d'autres études. Une autre dimension de la culture qui est importante dans la migration, c'est aussi, historiquement, c'est la fécondité. Il y a ces études qui montrent, par exemple, que les gens qui ont quitté l'Europe, qui ont quitté les zones rurales européennes au cours surtout dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avaient le choix entre aller vers la ville dans leur pays ou choisir l'outre-mer et les pays neufs, et que cette décision, elle dépendait aussi des préférences par rapport à la taille des familles, au nombre d'enfants qu'on souhaitait avoir. Ceux qui voulaient peu d'enfants ont été prendre un travail dans une usine dans la ville de leur région, et ceux qui étaient obligés de quitter leur zone rurale à cause de la pauvreté, mais voulaient des grandes familles, eux ont eu majoritairement tendance à aller vers le Nouveau Monde, au moment où on distribuait des terres et qui permettaient donc d'entretenir des familles importantes. Donc tout ça pour dire que ce soit sur les valeurs politiques, sur les valeurs en termes de fécondité, de choix de la taille de la famille, ou des valeurs culturelles plus fondamentales, l'individualisme par exemple, on voit historiquement et aujourd'hui que ces effets de sélection culturelle sont importants. D'accord ? Et on peut documenter comme ça l'ensemble des effets que j'ai mentionné, donc l'assimilation, le mixing, c'est évident, c'est la notion de melting pot, l'assimilation. Ce qui est l'autre peut-être qui est moins documenté, on n'a pas vraiment de documentation, d'évidence empirique forte sur cette idée que les immigrés transfèrent leur culture vers le pays d'accueil. Je ne connais pas d'études empiriques bien identifiées qui montrent ça, à part une que je vais mentionner. Mais quand j'ai dit on ne définit pas vraiment culture, par exemple, vous pouvez me dire, on peut regarder, par exemple, l'idée qu'il y a des conversions à certaines religions qui sont importées. Est-ce qu'on va appeler ça un changement culturel ? Empiriquement, et on va aussi vers la définition de la culture, on va dire que
le fait d'avoir une religion ou une autre, c'est pas vraiment ça qu'on va appeler culture. Ce qu'on va appeler culture, c'est est-ce qu'on est croyant, par exemple, ou est-ce qu'on change de... Est-ce que les valeurs qu'on souhaite transmettre à nos enfants évoluent, quelles sont nos priorités dans la vie, d'accord, des choses plus fondamentales, hein. La religion, ça peut être un habillage d'un ensemble de valeurs, mais ce qu'on va appeler la culture, quand on va aller vers l'empirique, on va utiliser un survey, une enquête comparative internationale qui pose les mêmes questions sur la culture à des individus dans différents pays et à différents moments. D'accord, donc sur ces aspects-là vraiment de valeur, de transmission de ce type de valeurs fondamentales d'une population qui est immigrée vers une population native, la seule étude qui montre vraiment ça, c'est une étude très récente de deux auteurs russes, Jarotskine et Zuravskaya. Zuravskaya est professeur à Paris, qui a utilisé les déportations faites par Staline dans les années 40 de deux types de populations, les Russes d'origine allemande et les Tchétchènes, qui ont été déportés vers la Sibérie à peu près au même moment et qui, de manière un peu aléatoire, ont été distribués ici ou là dans telle région de Sibérie. Et ce que montre cette étude, c'est qu'aujourd'hui, les valeurs culturelles telles qu'elles ressortent des enquêtes, des populations d'origine russe mais qui ont été exposées soit à des Allemands, soit à des Tchétchènes, sont très différentes. D'accord ? Et donc, l'idée, c'est qu'il y a eu vraiment cette transmission culturelle. Elles sont très différentes, notamment sur des choses comme les attitudes de genre, hein, et les attitudes par rapport à la participation des femmes à la force de travail, ce type de choses. D'accord ? Donc, pour résumer, on a quand même... et le dernier canal important, c'est cette notion de transfert des pays d'accueil vers les pays d'origine par le canal des migrants, ce qu'on appelle donc les remittances culturelles. Là, il y a beaucoup d'articles, à la fois dans le domaine de la politique, dans le domaine de la fécondité, comme je sais que c'est un domaine cher à François, je vais peut-être développer ça, l'idée que on a observé par exemple au Maroc que dans les régions du Maroc où il y a beaucoup d'émigration, la fécondité tend à être plus faible qu'ailleurs, que dans des communautés similaires, mais avec des niveaux d'émigration plus faibles. Et en Égypte, on a observé exactement l'inverse, que là où il y a plus d'émigration, il y a une fécondité plus élevée. Et donc on s'est demandé, mais comment ça se fait ? Comment expliquer ça alors que les migrants représentent à peu près la même proportion de la population, qui vont chacun dans des pays riches, qui transfèrent de l'argent de manière à peu près équivalente, etc. Et ce qui a été testé, ce qui a été montré, c'est qu'en fait, les Marocains vont vers l'Europe de l'Ouest, qui est une zone de démographie faible, de natalité, de fécondité faible, alors que les Égyptiens vont vers les pays du Golfe, une zone de fécondité élevée. Et donc l'hypothèse, c'est qu'il y a ce transfert culturel. Les Égyptiens qui émigrent, adoptent les normes culturelles du pays d'accueil et les transfèrent ensuite vers l'Égypte. Idem pour les Marocains, mais dans un cas, celui du Maroc, ça conduit à une baisse de la fécondité. Dans le cas égyptien, ça conduit à une hausse de la fécondité. Ça, c'est juste un exemple, mais ça a été montré de manière assez systématique dans de nombreux contextes qu'on avait réellement ces transferts. D'accord ? Donc, pour nous résumer, on a vraiment une question compliquée. Je crois que c'est une question qui est simple à énoncer, mais qui est vraiment compliquée pour y répondre, parce qu'on a ces différentes choses-là. On a à la fois des effets compositionnels et des effets de transmission culturelle dans différentes directions. Et faire sens de tout ça, c'est pas simple. Donc la question qu'on peut se poser, c'est une question factuelle. Est-ce que, quand on a des migrations, on a convergence ou divergence culturelle ? On peut répondre à cette question assez simplement, empiriquement, mais ça ne sera pas totalement satisfaisant parce qu'on aimerait savoir, parmi ces différents mécanismes, lequel explique ce qu'on va trouver. Ces mécanismes, certains amènent de la convergence, certains amènent de la divergence. Si on trouve convergence, on pourra dire que c'est un effet compositionnel parce que ce qui domine, c'est le mixage. Mais ça peut être aussi de la dissémination qui peut amener de la convergence, hein, ou ça peut être des transferts culturels. Dans l'autre sens, on aimerait savoir, si on voit convergence, est-ce que c'est le pays d'accueil qui converge vers le pays de départ, ou est-ce que c'est le pays de départ qui converge vers le pays d'accueil ? Et ça, statistiquement, on ne sait pas faire.
tout ce qu'on peut mesurer, c'est une distance. Donc, si je vous dis l'individu A habite à 1 km de l'individu B, et que je regarde 10 ans plus tard, et je dis maintenant ils habitent à 1 demi-kilomètre l'un de l'autre, je peux voir, j'ai une échelle objective, je peux voir qui s'est rapproché de qui. Pour la culture, on ne peut pas faire ça. Tout ce qu'on peut observer, c'est dans un espace qui est lui-même mouvant, une distance, mais l'espace lui-même bouge. Et donc, on ne peut pas, statistiquement, il n'y a pas de méthode qui permet de signer la direction de la convergence. On peut dire on a convergence ou on a divergence, mais on ne peut pas signer. Donc le seul moyen qu'on a, d'une certaine manière, pour savoir qui va vers qui, c'est d'avoir un modèle théorique qui va mettre ces différentes forces-là dans un cadre unifié, sur lequel on va faire des... C'est comme ça qu'on fonctionne en économie, qui va nous donner des prédictions théoriques, et ces prédictions théoriques, ces implications empiriques, ces prédictions qui viennent de la théorie et qu'on peut tester empiriquement, vont être différentes selon le mécanisme sous-jacent. Et donc, si, vous allez voir, on va faire ce qu'on appelle des prédictions discriminantes, qui vont nous dire, si on obtient convergence dans tel cas, alors c'est que c'est tel mécanisme qui s'applique, alors que si on obtient convergence dans tel autre cas, c'est un autre mécanisme qui s'applique. Et on va pouvoir comme ça savoir quel est le mécanisme dominant derrière la convergence ou la divergence qu'on va mesurer empiriquement. D'accord? Donc c'est ça un peu le fil rouge de l'article. Donc, la manière dont c'est organisé, le but de l'article, donc, c'est de proposer ce modèle théorique, ce cadre théorique unifié qui permet de faire sens de ces différents mécanismes dans un cadre unifié. Ensuite, on va faire une analyse empirique, donc on doit mettre une variable ce qu'on appelle la variable de tendance, qu'on met à gauche de notre régression, ce qu'on va essayer d'expliquer. Ça, c'est des distances culturelles qu'on va construire. C'est une partie de l'article qui est de construire des variables de distance culturelle, mais c'est assez simple, vous verrez. Et puis ensuite, on va tester empiriquement, est-ce que cette distance culturelle qui évolue dans le temps, de quelle manière elle est affectée par les migrations, d'accord, entre pays. Et en moyenne, est-ce qu'on a convergence, en moyenne, est-ce qu'on a divergence, et quel est donc le mécanisme sous-jacent. Alors, évidemment, je ne sais pas combien de temps il me reste, j'ai tendance à beaucoup trop parler, parce que contrairement à Alexia, je suis français natif, donc je parle plus vite et j'ai l'impression que je peux dire plein de choses, alors qu'elle a très très bien géré son temps. Il me reste combien de temps? 10-15 minutes? D'accord, 15 minutes, merci. Donc le modèle, je vais vous expliquer comment ça marche. Le modèle, c'est l'écriture mathématique de ça. Ça, c'est une manière de caractériser le modèle. On va dire on a deux pays, un pays A, un pays B. Dans chaque pays, on a deux types culturels. On va les appeler I et J. Ici, c'est les bleus et les verts. Et il y a pour chaque individu une certaine incitation à migrer économiquement. Il y a un gain économique, il y a une certaine distribution. Il y a des gens qui perdraient économiquement à migrer, des gens qui gagneraient économiquement à migrer. Il y a un certain continuum là-dedans. Et puis, il y a aussi un gain culturel ou une perte culturelle à migrer. Si, quand on migre, qu'on passe d'un groupe minoritaire à un groupe majoritaire, on a un gain culturellement. Et si on était dans le groupe majoritaire et qu'on passe minoritaire, on a une perte. D'accord? Et donc, pour certains individus, il y a à la fois un gain économique et culturel. Ces gens-là vont migrer à coup sûr. Ceux qui ont à la fois une perte économique et une perte culturelle ne vont pas migrer. Et puis, il y a des gens qui ont l'un positif, l'autre négatif, et c'est seulement pour ceux où l'un fait plus que compenser l'autre qu'il y aura une décision de migrer. D'accord? De ça, il va résulter, comme vous le voyez ici, que la minorité culturelle du pays de départ va être surreprésentée parmi les migrants. Et donc, on aura ces effets compositionnels de sélection qui créent de la divergence et ces effets de mixing qui créent la convergence. Maintenant, ce qu'on peut dire, pour aller un peu plus loin, et c'est ce qu'on va faire dans le modèle, c'est que on peut donc s'attendre à ce que, imaginons que deux pays soient totalement similaires culturellement.
Il n'y a pas de raison à ce moment-là de migrer pour des raisons culturelles. La seule raison de migrer est économique. D'accord ? Si la seule raison de migrer est économique et que les gains économiques à migrer sont indépendants du type culturel, à ce moment-là, les migrants seront un échantillon représentatif du pays de départ et la seule force compositionnelle, ce sera donc une force de mixage qui génère de la convergence. Autrement dit, le modèle compositionnel nous prédit que plus les gains économiques sont importants, et donc plus l'aspect économique sera important dans la décision de migrer, plus on s'attend à ce qu'il y ait de la convergence. Imaginons l'inverse, deux pays qui ont des PIB par habitant similaires, donc il n'y a pas en moyenne de gains économiques à migrer, en moyenne, hein, mais par contre qui sont culturellement assez différents. On s'attend à ce moment-là à ce que la culture ait une place plus importante dans la décision de migrer, autrement dit qu'il y ait des effets d'autosélection qui soient plus importants et que donc l'effet compositionnel prédise une divergence. D'accord ? On peut faire pareil avec les forces. Donc si le modèle compositionnel, qu'est-ce que nous dit le modèle compositionnel ? Plus l'économie est importante dans la décision de migrer, plus on s'attend à ce qu'il y ait de la convergence. Plus la culture est importante dans la décision de migrer, plus on s'attend à ce qu'il y ait de la divergence, ou moins de convergence. D'accord ? On peut faire pareil avec les modèles, les mécanismes dynamiques. Je ne vais pas avoir le temps, parce que c'est très technique, mais simplement, les deux forces qui nous intéressent finalement, dynamiques, c'est la dissémination, parce que ça veut dire que c'est les immigrés qui transfèrent leur culture vers le pays d'accueil, ou les rémittances culturelles, c'est les émigrés qui transfèrent vers le pays de départ. D'accord ? Le modèle de dissémination, dynamiquement, il aboutit en fait exactement aux mêmes prédictions que le modèle compositionnel. Il nous dit, quand il y a dissémination, il y aura d'autant plus dissémination que les immigrés sont proches du type culturel, de la composition culturelle du pays de départ. Donc plus les aspects économiques sont importants, plus la dissémination prédit de la convergence. Okay ? Mais si les Français qui vont aux États-Unis, c'est des amateurs de baseball, il n'y aura pas de dissémination culturelle, d'accord ? Donc plus la culture est importante dans la décision de migrer, plus le modèle de dissémination prédit moins de convergence ou divergence, d'accord ? Inversement, le modèle de transmission culturelle des émigrés vers le pays de départ, donc les remittances culturelles, me dit l'inverse. Hein, je ne peux pas le démontrer, mais on le montre dans le cadre de notre modèle. Plus il y a une sélection culturelle importante, donc plus la culture est importante dans la décision de migrer, plus on s'attend, dans le cadre du modèle de transmission culturelle type remittances, à ce que la migration entre deux pays crée une convergence. Donc plus il y a de sélection au départ des immigrés, plus on s'attend à ce qu'il y ait une convergence culturelle, et inversement. Donc le modèle, on a deux familles, si vous voulez. D'un côté, le modèle compositionnel et le modèle de dissémination, et de l'autre, le modèle de transmission des pays d'accueil vers le pays de départ, le modèle de remittance culturelle, qui me dit l'inverse des deux autres. Donc il me dit, plus il y a de la sélection culturelle au départ, plus la culture est importante, plus il y aura convergence avec le pays de départ qui va aller vers le pays d'accueil. Et inversement, plus c'est l'économie qui est importante, moins il y aura de convergence. Et ça, ce sont des choses qu'on peut tester. On peut tester s'il y a convergence, on peut tester s'il y a divergence, et on peut tester si on a plus de convergence entre pays quand ils sont économiquement plus différents ou quand ils sont culturellement plus différents. D'accord ? Et c'est ce qu'on fait, en fait, dans notre analyse empirique. Donc on a ce modèle qui aboutit aux prédictions que j'ai mentionnées et que je vais vous passer. Mais pour résumer, donc, bon, je ne vais pas résumer les prédictions. Qu'est-ce qu'on prend comme variable dépendante ? On utilise cette grande enquête internationale qui s'appelle le World Value Survey, donc l'enquête mondiale sur les valeurs, qui pose toute une série de questions aux gens. Est-ce que vous êtes croyant? Quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre à vos enfants? Quelles sont vos priorités dans la vie? Est-ce que vous avez confiance dans le gouvernement? Est-ce que vous avez confiance dans vos voisins? Est-ce que vous croyez les médias?
etc., etc. Il y a une centaine de questions qui sont posées comme ça, par bloc. Et on a 6 vagues de cette enquête entre 1980 et 2014. Donc c'est des questions, de manière générale, sur les croyances, les attitudes vis-à-vis de différentes choses, les normes culturelles. D'accord? Donc on peut utiliser ça, et on a bien sûr aussi des données bilatérales de migration dans le temps qui nous permettent de savoir à chaque période comment sont les flux de migration entre paires de pays. Pour revenir sur le World Value Survey, voilà un exemple de la question sur quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre à vos enfants. Vous voyez que les valeurs comme la persévérance, le fait d'être l'obéissance, la détermination, la foi, sont distribuées à peu près de manière équivalente au Japon et en Allemagne, et de manière très différente en Espagne. C'est pour dire que la proximité culturelle, on va dire, donc il y a une proximité culturelle importante entre le Japon et l'Allemagne, si on regarde cette sous-catégorie de questions qui sont posées, hein, et par contre une distance culturelle importante entre ces deux pays et l'Allemagne, révélée par l'occurrence des réponses différentes à ces questions. Et on peut faire ça pour l'ensemble des questions qui sont posées et dire, par exemple, quand on prend des individus dans deux pays, quelle est la probabilité qu'ils aient le même type culturel ou qui diffèrent culturellement? C'est ce qu'on appelle l'indice de Herfindahl, qui est un indice qui nous donne est-ce que s'il y a beaucoup de chances qu'ils soient culturellement similaires, on va dire à ce moment-là, ce sont des pays qui sont culturellement proches, et s'il y a très peu de chances que deux individus tirés au hasard dans deux pays soient culturellement proches, à ce moment-là, on va dire que ce sont des pays culturellement différents. Ou alors, on utilise ce qu'on appelle la distance euclidienne, c'est-à-dire quelle est la moyenne des écarts de réponse entre individus dans deux pays. D'accord? Et on peut construire comme ça, statistiquement, différents types de mesures. Donc, je vous ai dit la distance euclidienne, Herfindahl, Canberra est une variante, etc. D'accord? Donc, ces indices-là, on peut les construire pour chaque paire de pays en utilisant les réponses à cette grande enquête sur les valeurs culturelles. Et ça nous permet de construire un indicateur donc qui est CS, Cultural Similarity, la similarité culturelle, entre deux pays, le pays I, le pays J, à une période T. D'accord? Et on peut voir comment cette distance culturelle, ou cette absence de distance culturelle, cette proximité culturelle, cette similarité culturelle, comment elle évolue lorsque, à la période précédente, on avait des migrations, c'est notre variable MIG, on avait du commerce entre ces pays, enfin du pays de départ vers le pays d'accueil, donc on regarde ces valeurs-là, et qu'on contrôle pour un certain nombre d'effets fixes, ce sont nos θ qui sont là-bas, donc on a ce qu'on appelle des effets fixes, c'est-à-dire qui capturent, vous voyez, IT, donc c'est le pays de départ, I autant T, donc si le pays de départ dans mon exemple c'était la France, tout ce qui fait que la France est la France en 1980, 90 ou 2000 est capturé par cet effet fixe-là. JT, ça serait les États-Unis à différentes périodes, donc ça c'est dans l'effet fixe, hein, c'est capturé, c'est contrôlé si vous voulez, c'est une manière de contrôler pour toutes les choses qui font que les États-Unis ou la France sont ce qu'elles sont à une certaine période. Et le θIJ, c'est ce qu'on appelle un effet fixe bilatéral, c'est-à-dire que ça contrôle pour tout ce qui ne change pas dans la paire France-États-Unis, c'est-à-dire par exemple le fait qu'il n'y ait pas de frontières communes, qu'il y a une certaine distance géographique entre les deux, que la France et les États-Unis ne partagent pas la même langue, ou ce type de choses. D'accord ? Donc voilà, donc on va regarder comment cette similarité culturelle évolue dans le temps en fonction de variables bilatérales qui évoluent elles-mêmes dans le temps, que sont la migration et le commerce. Si le coefficient sur ces variables est positif, ça veut dire la similarité culturelle augmente, on va dire qu'il y a convergence culturelle. Si c'est négatif, on va dire que la migration, le commerce sont des facteurs de divergence culturelle. D'accord ? Donc quand on fait ces régressions, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, quelle que soit la manière dont on mesure la proximité culturelle, la migration, vous voyez qu'il y a un coefficient positif, donc c'est un facteur de convergence culturelle, alors que pour le commerce, on n'a pas de résultat robuste. D'accord ? Donc on peut dire, d'après cette étude, que
plus il y a de migration entre deux pays, plus ces deux pays tentent à se rapprocher, à converger culturellement. La distance culturelle se réduit, la similarité culturelle augmente. Ceci étant, quel est le mécanisme derrière cette convergence? Est-ce que c'est le pays d'accueil qui converge vers le pays de départ, la dissémination, le entre guillemets remplacement culturel, ou bien est-ce que c'est le pays de départ qui converge vers le pays d'accueil? Est-ce qu'on a donc cette transmission culturelle sous forme de remittances culturelles? D'accord? Donc pour ça, il faut regarder nos prédictions spécifiques, regarder est-ce qu'on a plus ou moins de convergence quand on regarde des pays qui ont une distance économique plus grande ou une distance culturelle plus grande. Et ce qu'on trouve, je vais vous montrer juste un exemple, quand on regarde, on a beaucoup de résultats évidemment, on fait beaucoup de tests de robustesse, mais si par exemple, ici vous voyez qu'on a notre coefficient de migration, hein, et on peut interagir ce coefficient avec cette variable qu'on appelle similaire, c'est est-ce qu'au départ, pour la première période du World Value Survey en 1981, ces pays étaient initialement proches culturellement ou distants culturellement. D'accord? Donc ça, c'est, si vous voulez, une manière de mesurer le gain culturel à migrer. Est-ce que les pays sont, au départ, culturellement proches ou culturellement différents? Et ce que vous voyez, c'est que le coefficient sur le terme d'interaction est négatif. Autrement dit, on a moins de convergence culturelle quand les pays sont, au départ, plus proches culturellement. D'accord? Donc on a moins de convergence culturelle quand il y a moins de gains à migrer. Comment on relie ça avec notre modèle théorique? Ça, c'était une prédiction qui est compatible avec le modèle de transmission remittances culturelles des pays d'accueil vers les pays de départ, mais qui est incompatible avec les prédictions à la fois de l'effet compositionnel et à la fois avec le modèle compositionnel et le modèle de dissémination. Je crois que vous pouvez vous souvenir du modèle compositionnel. Le modèle compositionnel nous disait quoi? S'il y a au départ, il y a peu de gains à la culture, peu de gains culturels à migrer, donc c'est surtout l'économie qui domine, on s'attend à ce qu'il y ait plus de convergence dans le modèle compositionnel. Et dans le modèle de dissémination, là on voit que c'est l'inverse. D'accord? Donc on rejette, si vous voulez, le modèle compositionnel et le modèle de dissémination, donc de remplacement culturel, ils ne sont pas à même d'expliquer ce résultat. Par contre, ce résultat est compatible avec le modèle de transmission des pays d'accueil vers les pays de départ à travers les remittances culturelles. Donc c'est un exemple. On a d'autres tests de ce type, d'autres prédictions discriminantes, et systématiquement, à chaque fois, on rejette l'idée que la convergence culturelle puisse s'expliquer par des effets compositionnels ou des effets de grand remplacement culturel, c'est-à-dire de dissémination des immigrés vers les natifs du pays d'accueil. Et au contraire, tout ce qu'on trouve, tous les tests qu'on peut faire vont dans un sens unique, qui est celui de la transmission culturelle des pays d'accueil vers les pays de départ. Donc ça valide, si vous voulez, globalement, ce concept qu'on doit aux sociologues et aux anthropologues de social remittances ou cultural remittances. Et donc c'est notre conclusion. Notre conclusion, c'est que oui, la migration est un facteur de changement culturel et de convergence culturelle entre pays. On pourrait dire les immigrés volent votre culture, si vous voulez, mais c'est pour la transmettre chez eux. D'accord? Voilà, je vais conclure comme ça.